Il y en a beaucoup qui sortent manifester, il y en a beaucoup et des milliers qui sont montés à Jérusalem à pied pour justement faire entendre leur voix, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas juste un petit changement, mais qu'en fait les changements sont vraiment un changement des règles du jeu. Nous sommes dans le malentendu le plus absolu. Et qu'il faudrait, je veux dire, au moins ici, nous allons pouvoir peut-être échanger des explications qui nous permettront, oui, de dépasser cette situation. En cette journée de Tisha B'Av, nous avons souhaité rassembler autour d'une même table des personnes aux opinions différentes pour essayer de retrouver le chemin du dialogue. Plutôt que de mettre l'accent sur nos différences, l'objectif de cette discussion est de chercher ce qui nous unit et nous rassemble. Alors, quels sont les aspects positifs dans les positions adverses et quelles solutions sont possibles pour sortir de cette crise? Ce sont les thèmes centraux de notre discussion en ce jour de Tisha B'Av. Et pour en discuter, pour en parler justement, nous sommes avec le rabbin Valérie Stensin de l'association Kashuvot. Madame le rabbin, bonjour. Merci d'être avec nous. Content de vous rencontrer. Maître Léon Rosenbaum, qui est avocat israélien depuis 1979. Bonjour. Léon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le sujet, je voudrais qu'on parle de la situation dans laquelle on se trouve et puis faire le rapprochement justement ou le parallèle avec cette journée de Tisha B'Av. On dit qu'on n'est jamais arrivé à cette situation depuis la destruction du temple, que c'est une situation vraiment catastrophique. Je voudrais savoir, quelle est votre impression? Est-ce que vous êtes aussi persuadé que ça, qu'on est dans une situation aussi catastrophique que ça? Je pense que la situation est sérieuse. Mais je ne pense pas que nous soyons à la veille de Khurban Habayit Hashlishi. Il y a malentendu, essentiellement malentendu. Sur tous les plans, sur de nombreux plans en tout cas, et à plusieurs niveaux. Il y a une exagération dramatique. D'abord, premier malentendu, est-ce que vraiment le gouvernement et ceux qui ont voté pour lui souhaitent mettre à bas la démocratie pour obtenir une dictature? Et la réponse est non, elle est évidente, elle devrait être évidente pour tout le monde. Or, c'est créer une impression, une atmosphère selon laquelle c'est une évidence. On va directement à la dictature. C'est faux. Il y a toute une série de gens qui ont intérêt à faire croire cela, mais c'est faux. Il y a une deuxième crainte qui se greffe sur la première, et qui est est-ce que non seulement nous abandonnons la démocratie, et est-ce que nous allons directement vers une théocratie? Ça aussi, c'est une crainte terrible qui pousse les gens à des comportements aberrants, et en particulier les défilés de chaperons rouges ont quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Nous irions vers une société où les femmes deviendraient des objets, etc. C'est de la folie. Sur la situation et l'ampleur de la situation, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Je suis d'accord avec Maître Rosenbaum que la situation est grave. Je pense que je la vis et je pense que beaucoup de personnes autour de moi la vivent d'une façon qui est extrême. Je n'aime pas tellement faire des comparaisons avec une autre période. Est-ce qu'on est avant un Khurban, une destruction ou quelque chose d'aussi d'une telle ampleur? Je pense que la façon dont les personnes qui sont contre les réformes en ce moment vivent cette période
est une période qui est traumatisante. Et en effet, il y a des peurs, mais des peurs qui, malgré ce que vous dites, à mon avis, se trouvent dans la réalité, je veux dire, dans les choses qui se font, dans les règles, dans les lois qui sont déjà proposées, dont certaines sont déjà votées. Et je pense que ces peurs ne sont pas juste des peurs de quelque chose qui est uniquement une démonisation du gouvernement tel qu'il est maintenant, mais sont des peurs qui sont basées sur la réalité, sur ce qu'on voit tous les jours, sur les différentes propositions, différentes choses qui sont dites, règles qui sont de plus en plus imposées et qui, oui, vont dans une direction d'imposer un régime qui serait lié à la halakha, à la loi juive, d'une façon qu'elle imposerait encore plus de choses qu'elle n'en impose à ceux qui ne vivent pas cette idéologie comme ce qui les guide dans la vie. Comment vous pouvez rassurer? Et non seulement la halakha, mais... cette remarque est très intéressante venant d'une personne qui d'abord qui est intelligente et qui est cultivée et qui vit ici, pas depuis hier. Revenons à l'essentiel de ce qui est en cause. Le gouvernement, le ministre de la Justice et un certain nombre de juristes, pas tous, prétendent, et je suis de ceux-là, que ce qu'est devenu le Bagatz est sans comparaison dans aucun pays démocratique. Petit à petit, ça a été un processus lent, jurisprudentiel, des décisions de justice l'une après l'autre, qui ont amené à une situation où en réalité, c'est la Cour suprême siégeant en Bagatz, Bet Mishpat Gavoa Letzedek, qui dirige le pays dans tous les domaines essentiels. Et ceci, c'est la fin de la démocratie. Nous ne sommes plus exactement une démocratie, nous ne ressemblons plus aux principes démocratiques des grands pays démocratiques, et je comprends mieux aujourd'hui par quel processus nous en sommes arrivés là. Nous avions, jusqu'en 1993, une procédure extraordinaire, sans comparaison avec ce qui se passe dans aucun pays démocratique. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire, nous avions la possibilité, pour toutes sortes de plaideurs, de très nombreux plaideurs, de s'adresser directement à la Cour suprême lorsqu'ils estimaient avoir été que leurs droits fondamentaux avaient été violés. Et c'était quelque chose dont moi, personnellement, j'étais très fier. Le problème, ça a été le dérèglement qui est intervenu à partir de 1993, lorsque le juge Aaron Barak, a décidé de sa propre autorité, sans qu'aucune loi ne vienne justifier ces analyses, d'introduire ce qu'il a appelé lui-même la révolution constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, la Cour suprême a prééminence sur le Parlement et sur le gouvernement. Alors, tant que ce dont il était question, c'était des questions véritablement de liberté publique. Lorsqu'il y avait eu atteinte aux libertés publiques, on pouvait encore à la rigueur admettre cela. Mais petit à petit, pendant ces 30 dernières années, la Cour suprême, siégeant en tant que Bagatz, est intervenue dans des domaines de plus en plus essentiels de la direction du pays. Alors, vous revenez sur l'histoire, c'est très important, mais je voudrais quand même qu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui et du fait qu'aujourd'hui, vraiment, on n'arrive pas à avoir un dialogue entre ceux qui sont, comme vous l'expliquez, qui veulent un changement et qui, peut-être ce changement est vraiment très important, on peut le comprendre, et ceux qui sont contre la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à avoir ce dialogue entre les deux parties? Mais d'abord, il faut bien poser le problème. Nous ne voulons pas de changement. Nous voulons revenir à la situation antérieure à 1993. C'est-à-dire un temps où les juges eux-mêmes se retiennent d'intervenir dans les affaires politiques du pays et ne prennent pas la direction du pays.
c'était la doctrine israélienne de 1948 à 1993. C'est-à-dire, cette réforme envisagée, elle est très modeste. Elle ne demande pas plus que ça. Le retour à la doctrine israélienne, démocratique israélienne. Vous pouvez comprendre, Valérie, ce point de vue ? Voilà. Alors, je voudrais d'abord tout à fait reconnaître d'abord que vous avez bien sûr des connaissances et une expérience juridique que je n'ai pas. Et moi, je serais peut-être plutôt la voix de l'Israélien de la rue qui descend dans la rue, oui, qui descend dans la rue parce que ce ne sont pas juste des choses qu'on imagine, mais je crois que chacune des personnes qui marchent, et je crois qu'il y en a beaucoup qui sortent manifester, il y en a beaucoup et des milliers qui sont montés à Jérusalem à pied pour justement faire entendre leur voix, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas juste un petit changement, mais qu'en fait les changements sont vraiment un changement des règles du jeu, et pas uniquement revenir à quelque chose qui marchait très bien. Et moi je peux prendre que les exemples personnels. Les dernières émissions où j'étais ici, entre autres, on a parlé du Kotel et des femmes et du mouvement des femmes du Kotel. Si je prends ce prisme très, très étroit, mais moi, en tant que femme rabbin d'un mouvement libéral, du mouvement conservatif, pour qui il est important de vivre en tant que juive et d'avoir les libertés, justement, que j'estime avoir, de vivre mon culte, ma religion, comme je le veux, je vois comment ces choses-là changent. Moi, en tant que femme et féministe, quand je vois que il y a tellement de partis à la Knesset qui sont des partis dans lesquels il n'y a aucune représentation féminine, je m'inquiète. Quand je vois qu'on fait des changements, qu'on propose des changements, de faire passer, par exemple, les mésonotes, l'argent qui est payé par l'un des conjoints en cas de divorce, et qu'on veut faire passer toutes ces décisions-là de la cour, qu'elles soient toutes à la cour rabbinique, alors qu'elles étaient, en moins, pour ceux qui le voulaient, traitées dans les cours qui s'occupent des sujets de la famille. Moi, je m'inquiète. Et je sais pourquoi je m'inquiète. Pas pour rien, c'est pas des choses que j'imagine. Et il y a beaucoup d'autres sujets, que ce soit tout ce qui est l'avancement des femmes dans l'armée. Les femmes pilotes, c'était grâce à qui ? C'était grâce au gouvernement ou grâce à la Cour suprême ? Il y a énormément de sujets qui... et chacune des personnes qui descend dans la rue et qui depuis 30 semaines sort et essaie de faire entendre sa voix, c'est parce que ce sont des personnes qui en effet se rendent compte, pas juste qu'ils s'imaginent parce qu'on a essayé de les rouler dans la farine et de leur vendre quelque chose qui est faux, ou juste parce qu'on essaye de les monter contre tel ou tel personnage politique. Je pense que ce sont des personnes qui suivent la vie de tous les jours, qui suivent ce qui se passe au niveau de tous les extrémismes, tous les extrémismes qui sont de plus en plus présents et qui ont de plus en plus droit de parole et qui écrasent complètement une parole modérée et plus rationnelle. En résumé, si je comprends bien ce que dit Valérie, c'est que à la peur de passer peut-être de cet activisme dont vous parlez, l'activisme de Barak, d'un côté, au fait qu'il n'y aura plus de garde-fous, la fonction que doit avoir un tribunal et la Haute Cour de justice en particulier. Alors, je vais répondre à cette remarque, mais je voudrais d'abord parler à Valérie, pour dire à quel point elle me convainc que nous sommes dans le malentendu le plus absolu. Et qu'il faudrait, et je veux dire, au moins ici, nous allons pouvoir peut-être échanger des explications qui nous permettront, oui, de dépasser cette situation. Je vous explique qu'il ne s'agit pas d'une révolution de la part du gouvernement actuel, il s'agit de la volonté de revenir à une situation antérieure qui a été, à mon avis, et de l'avis de nombreux juristes, encore une fois, pas tous, mais de nombreux juristes, qui a été troublée par une certaine conception du monde. Dans de nombreux pays démocratiques, a été avancée l'idée d'un contrôle juridictionnel accru du Parlement et du gouvernement.
Mais partout ailleurs, et c'est vrai, ça a été le cas en France, ça a été le cas au Canada, ça a été le cas en Grande-Bretagne, mais dans tous ces cas, l'ampleur du contrôle est extrêmement limitée. Il doit s'agir d'abord de sujets extrêmement sensibles ou essentiels, comme les libertés publiques, et ensuite, n'importe qui ne peut pas s'adresser au tribunal. Alors qu'en Israël, ça a pris des proportions tellement démentielles que même des associations financées de l'étranger par des ennemis d'Israël s'en donnent à cœur joie et s'adressent à la cour et parfois obtiennent gain de cause. Il s'agit de revenir à des proportions normales. On ne demande rien et personne n'a jamais dit que la Cour suprême allait cesser de fonctionner en tant que bagatz. Elle va être limitée pour ce qui concerne les décisions gouvernementales et les décisions de la Knesset. Limitée, ça veut dire qu'elle va continuer de pouvoir fonctionner. Si il s'agit d'atteintes essentielles à des libertés fondamentales, bien entendu, les lois constitutionnelles vont continuer de fonctionner et le bagatz pourra fonctionner. Mais encore une fois, il y a malentendu. On veut que le gouvernement puisse gouverner, le gouvernement démocratique élu par les représentants du peuple puisse gouverner le pays normalement. Il faut revenir à cette situation. Rien d'autre. Vous avez l'impression que c'est un malentendu aussi ou c'est quelque chose de plus profond? Moi, je me demande à quel point, c'est-à-dire, je pense que il est sûr que commencer par écouter le discours de l'autre et écouter quelles sont les idées, sur quoi elles sont basées et quelles sont vraiment ses volontés, c'est un processus de base pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il y a tellement de personnes qui peut-être ne comprennent pas ce que vous dites. Parce que ce qui m'étonne un peu, Maître Rosenbaum, c'est que, à la limite, moi, je vous ai dit, je comprends j'essaie de comprendre ce que comprend l'Israélien moyen, mais il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont l'impression que c'est pas juste un petit changement et un petit détail. C'est-à-dire, ont l'impression, et à nouveau, l'impression sur est-ce qu'on veut parler des réservistes? Est-ce qu'on veut parler de toutes ces personnes qui ont donné leur vie, qui ont fait carrière à l'armée, qui ont des généraux, qui ont mis leur vie en danger pour Israël, pour cet État, pour qu'on soit ici aujourd'hui, et qui eux-mêmes maintenant font ce pas qu'ils n'ont jamais fait, de dire si c'est comme ça, si le gouvernement prend des décisions comme annuler cette clause d'irrationalité, c'est ça, alors nous n'irons plus, nous ne ferons plus les réserves, nous n'irons plus remplir nos obligations vis-à-vis de l'armée et nous ne ferons plus partie de ceux qui continuent à risquer leur vie, tout ça pour l'État d'Israël. Est-ce que vraiment ce sont des gens qui ne comprennent rien? Est-ce qu'ils ont tous Hélas. Un problème de compréhension et est-ce que les seuls qui comprennent sont justement ceux qui essayent de faire tous ces changements? Tous ces arguments tels que vous les avez présentés sont irrecevables. Bien sûr, tous les Israéliens ont tenu leur armée à bout de bras. Donc tous les Israéliens, c'est peut-être un peu généralisé. L'État d'Israël est tenu à bout de bras par ses citoyens. C'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à tout ce que nous avons connu en Europe. Et tout ce qui se poursuit aujourd'hui en Europe. Par conséquent, ça n'est pas un argument de venir me dire regardez, les grands généraux, etc. On dit. Mais il y a aussi, nous le savons, on ne va pas se dissimuler les choses, il y a derrière cette querelle une querelle politique. D'abord, il y a une haine particulière contre M. Netanyahou qui résulte en partie de l'usure du pouvoir. Quand on a été aux affaires pendant 16 ans maintenant,
s'il est normal que surgissent de partout des oppositions et de la lassitude, etc. Monsieur Netanyahou est un grand homme politique israélien qui a obtenu des résultats formidables. Bien entendu, il mérite aussi certaines critiques, et j'en suis, mais au total, j'estime que son action est tout à fait remarquable, et en aucun cas, il ne méritait de recevoir une haine d'une dimension telle qu'elle est témoignée presque à chaque instant. Maintenant, il y a d'autres problèmes à l'État d'Israël. En particulier, un de ceux-là, ce sont les médias. Les médias se sont mis au service de la subversion. Et j'ai pas encore employé ce mot, mais je vais l'employer tout de même, parce que les élections ont eu lieu il y a 7 mois, pour 4 ans. Le gouvernement n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit avant d'entrer dans un sirhour, une espèce de maelstrom d'opposition où, bien entendu, il peut pratiquement rien faire d'autre. Il est complètement bloqué dans toute son action. Mais dans des termes sans précédent. C'est-à-dire avec la mise en cause de l'armée, des pilotes, la mise en cause de l'économie, une tentative de sabotage de l'économie, carrément, en particulier le high-tech, des gens qui disent qu'ils vont retirer toutes leurs usines d'ici pour les mettre ailleurs. Ce sont des délires tels qu'on n'en a jamais entendu en Israël et qu'on n'a jamais entendu parler de la même chose dans aucun pays démocratique. Et ce, à peine le gouvernement formé, à peine ses équipes sont formées. Alors, vous venez me dire, il y a au sein de la coalition des gens qui sont peu recommandables, certains sont d'une religiosité exacerbée, et d'autres qui tiennent des propos violents, etc. Alors je peux vous dire, je vis en Israël depuis maintenant 47 ans. Des propos exacerbés, j'en ai entendu de tous les côtés et depuis longtemps. Il n'est pas rare que certains hommes politiques ou nouveaux députés ou nouveaux ministres se laissent entraîner par leur jeunesse ou leur inexpérience et fassent des déclarations qui, par la suite, d'ailleurs assez rapidement, ils se rangent, ils deviennent beaucoup plus réalistes, ils comprennent que ce qu'on voit là-bas, on ne le voyait pas d'ici, etc. Il faut distinguer entre les épiphénomènes et les vrais phénomènes. Le vrai phénomène, dangereux, c'est la mise en cause de la démocratie parlementaire telle qu'elle fonctionne dans tous les pays démocratiques et telle qu'elle fonctionnait en Israël très bien jusqu'à présent, et qui, visiblement, est mise en cause d'une manière massive, et il faut sortir de là. Alors, on va laisser répondre Valérie, et puis après, je voudrais quand même, puisque le temps quand même approche à sa fin, qu'on essaie de trouver des solutions pour sortir quand même de cette situation de crise. Vous avez parlé de Netanyahou. Oui, je pense qu'une des choses qui pourrait démarrer de Netanyahou et des leaders politiques maintenant, ce serait justement d'essayer pas de se battre contre ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais d'essayer de s'asseoir, d'écouter et de trouver des compromis. Et je pense qu'un leader se reconnaît entre autres à sa capacité d'écouter les différentes voix, mais aussi de comprendre quand il est peut-être nécessaire justement de changer même les choses qui lui semblent peut-être urgentes et nécessaires à faire tout de suite, et les lois qu'il faudrait faire passer tout de suite, parce que on est au bord d'un gouffre et que la situation est trop sensible pour faire passer ces lois maintenant. Et je pense que si le but des politiciens maintenant était d'arriver à un accord avec lequel puissent vivre une très large majorité d'Israéliens, pas juste ceux qui ont voté pour ce gouvernement, sachant que même dans ceux qui ont voté pour ce gouvernement, je ne suis pas sûre que maintenant tout le monde soit d'accord avec
ce que le gouvernement essaye de faire. Mais je pense que prôner le dialogue, et vous parlez de certaines de façons de s'exprimer des leaders politiques, je pense que le problème, c'est sûr, ne commence pas là-bas, mais ce ne sont pas juste des épiphénomènes, à mon avis. C'est un phénomène de société qui en fait, après déteint sur toute notre société. Le fait qu'il y a qu'on laisse en fait des propos si haineux, si négatifs, qui manquent non seulement manquent de respect, mais qui en fait éveillent la violence, qui sont dits, qui sont répétés, qui sont bien sûr dans les médias, parce que les médias nous font passer cette information. Et je pense que c'est là que les choses commencent. Si l'exemple justement des leaders, et pas uniquement des politiciens, des leaders aussi religieux, des leaders spirituels, était justement de donner un exemple de dialogue, de respect de l'autre, de ne pas craindre l'autre parce qu'il a d'autres idées ou une autre façon de vivre ou une autre idéologie, je pense qu'on ferait déjà un pas en avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Je suis tellement d'accord avec vous que j'ai envie de vous tendre un miroir et de vous dire, écoutez ce que vous venez de dire, je suis complètement d'accord, mais essayez de le prendre pour le parti que vous représentez ici, enfin la partie du pays, la partie de notre débat que vous représentez ici. Tout ce que vous avez dit, mot pour mot, il faudrait vraiment que l'opposition actuelle se représente et intègre ce que vous venez de dire, mot pour mot. Donc c'est-à-dire qu'on se lance la responsabilité l'un sur l'autre, en gros. Non, on ne se lance pas la responsabilité. On sait bien qu'il y a... Comment on arrive à ce dialogue concrètement ? Voilà, on est arrivé aujourd'hui à parler calmement. Mais nous, on parlera toujours calmement, c'est ça. Pourquoi c'est pas possible d'avoir ça dans d'autres sphères, dans d'autres milieux ? Eh bien, il faut dire la vérité. Nous sommes nés en France, en Europe, et nous avons été élevés d'une certaine manière. Et c'est parce que nous sommes porteurs d'une certaine culture que nous sommes capables de nous exprimer encore, bien que profondément divisés. Mmh. Oui, eh bien, ça, nous n'avons pas réussi à l'amener en Israël. À de nombreuses reprises, dans mon histoire personnelle, j'ai eu le sentiment que je devais m'investir pour amener ça en Israël. Vous êtes d'accord avec ça, Valérie ? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'on a la possibilité encore de continuer à essayer de rendre le dialogue plus modéré, d'influencer justement pour éviter de tomber dans l'extrémisme ou de même donner nos voix et donner du pouvoir à ceux qui ont un discours fanatique et extrémiste. Et je pense que ça, c'est la responsabilité que nous avons tous, quel que soit notre rôle. Et je suis tout à fait prête à être consciente et à prendre en ligne de compte les faux pas ou les choses qui sont à changer aussi dans le discours de ceux qui sont contre la réforme, mais je pense qu'il y a à faire des deux côtés. Voilà, je pense qu'on est arrivé au moins à un point sur lequel on est d'accord tous autour de cette table. En tout cas, merci d'avoir participé à cette discussion, Maître Léon Rosenbaum et le rabbin Valérie Stessine. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.